Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis enchanté de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Sur ce podcast, chaque mercredi, vous suivez les aventures de Teddy, un serial voyageur, et de Jimmy, expatrié au Canada. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec un invité, Savinien Varapenbush. Savinien avait depuis quelques années l'idée d'aller vivre à l'étranger. Il a franchi le pas il y a peu pour aller s'installer en Polynésie française. Nous prenons le temps de parler de son parcours qui nous permet de mieux comprendre sa décision de venir vivre sur une île et nous parlons ensuite de son arrivée sur son nouveau lieu de vie avec le Covid. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois que l'on entend Savinien au micro du podcast puisqu'il adore les voyages. Je vous laisse découvrir Savinien. Très bonne écoute. On est avec Savinien sur le podcast. Bonjour Savinien. Bonjour Frédéric. Alors c'est un podcast avec un décalage assez marqué celui-ci puisque ici on va dire qu'il est l'heure du petit déjeuner et chez toi c'est l'heure de l'apéro. Alors je vais te laisser nous dire où tu es mais aussi nous expliquer ton parcours, ce qui t'a amené à quitter la France et aller vivre loin de chez toi, loin de tes racines. Exactement, du coup, donc il est 19h43 exactement chez moi. J'ai 12 heures de retard sur toi, on va dire. Donc, c'est-à-dire que moi, il est mardi soir alors que toi, il est mercredi matin. Et je suis actuellement sur l'île de Tahiti, en Polynésie française. Ouais, comme tu dis. Je suis arrivé ici en début juin, on va dire après la crise du coronavirus. Ici, en Polynésie, on avait beaucoup de chance, c'est que ça faisait partie des rares pays du monde où le Covid n'avait pas trop frappé pendant les premières vagues. Donc, c'était beaucoup plus détendu qu'en France, ce qui nous a fait du bien avec Benjamin, qui est mon conjoint avec qui je suis venu m'installer ici. Et depuis, la situation s'est complètement renversée, puisque là, à l'heure où je te parle, je suis confiné. On a été remis en confinement pour une durée de 15 jours initialement. Puis là, on re-signe 15 jours, donc à partir de lundi, là, donc hier pour moi, jusque quasiment fin du mois. Et explique-nous ce confinement, c'est un confinement très strict, c'est un confinement, je dirais, avec des attestations où on peut sortir? Oui, exactement. En fait, c'est le même principe que le confinement qu'on a vécu en France, le premier. Donc, c'est-à-dire limitation extrême des sorties et des déplacements. On a le droit à 1 heure par jour pour aller faire du sport maximum. Si vraiment on peut pas sortir, si on peut pas rester chez nous, on peut aller faire nos courses, on peut aller travailler. Si vraiment on a une attestation de notre employeur, c'est tout. Ça reste là. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. On doit rester chez nous comme au premier confinement. Euh, avec la vue qu'on peut avoir, nous, qui diffère, parce qu'on a une vue magnifique sur Moorea, donc c'est pas donné à tout le monde, mais ça fait plutôt plaisir à voir le matin et l'après-midi. Et on a la chance aussi d'avoir une piscine, ce qui change énormément par rapport au premier confinement qu'on a vécu en France. Oui, clairement, je peux te le confirmer. Avant de parler du quotidien, est-ce que, Savinien, on peut revenir sur ton parcours, où tu vivais en France, quels sont tes lieux d'origine en France, pour bien comprendre ton parcours, pour après aussi comprendre le pourquoi de ce voyage. Ok. Alors du coup, moi, si tu veux, donc j'ai 34 ans. Je suis né à Croix, dans le Nord, donc tout près de Lille. L'île où j'ai vécu quasiment toute ma vie, si ce n'est une petite parenthèse de 3 mois à Marseille et une autre un peu plus grande de 6 mois à Malaga, en Espagne. Mais sinon, j'ai fait toute ma vie à Lille. J'ai commencé, donc j'ai fait une licence e-commerce e-marketing à l'UT de Roubaix. J'ai eu une chance incroyable, c'est qu'en fait, j'ai un de mes profs qui m'a proposé de faire une alternance chez lui. Il voulait monter son agence, c'était une agence de community management, sauf que je te remets ça dans le contexte, il y a plus de 11 ans, le mot community management n'existait pas, on n'avait jamais entendu parler de ce type de métier, donc il m'a dit, écoute, moi, je ne sais pas où je vais, mais est-ce que tu as envie de venir avec moi ? J'étais un peu foufou, et je le suis un peu toujours, hein, donc j'ai accepté. J'ai refusé des contrats d'alternance pour arriver en contrat de stage chez lui, donc pas avec la même rémunération, mais en tout cas une envie de se dire, écoute, on va tester. Bon, surtout que c'était sur le papier, ça avait l'air hyper intéressant, parce qu'il m'a proposé, il m'a dit, tu verras, c'est en gros être sur Facebook et être payé pour faire ça.
Donc, j'ai rejoint cette agence qui, du coup, à l'époque, n'existait même pas. On a dû tout créer de zéro, donc que ce soit le logo, l'identité, le nom, le site, tout ça, tout ça. Donc, ça m'a fait apprendre énormément de choses sur le digital en très peu de temps. Cette agence est devenue On prend un café, qui existe toujours aujourd'hui et qui est une agence qui est très bien reconnue dans son domaine au nord de Paris et même en France. Donc, c'est une agence qui est spécialiste dans le marketing digital, mais bien axé social media. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie des premiers community managers de France. Alors, ça fait très prétentieux de dire ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, même, je me souviendrai toujours, le contrat de travail, quand on a dû fabriquer le contrat de travail, on ne savait même pas ce qu'on allait mettre dessus. Donc, c'était un peu compliqué. Oui, parce que les termes anglais, normalement, ne sont pas, par la loi française, ne sont pas acceptés. Donc, il faut traduire, quoi qu'il en soit. Exactement. Et même, tu sais, on n'avait aucune comparaison, donc on ne savait même pas ce qu'on allait rédiger sur le contrat. Donc, c'était assez cocasse, à l'époque, en tout cas. J'ai fait donc 3 ans, un peu plus de 3 ans chez On prend un café en tant que community manager, du coup. Donc, je m'occupais de plein de clients. J'ai eu la chance, c'est un truc de dingue quand j'en parle aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de créer des pages Facebook de grosses marques telles le LOSC, Flunch, le groupe Imochan. Enfin, j'ai été le créateur de ces pages Facebook-là, donc je trouve ça juste dingue. Et même aujourd'hui, je ne m'en rends même pas compte de la folie que ça pouvait être à l'époque. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne crée plus de pages Facebook, elles sont déjà toutes créées, on les entretient. Mais là, créer, tu es à l'origine de ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est juste dingue de dire que c'est mon petit Facebook à moi qui a créé ces pages-là, ces mastodontes-là aujourd'hui. Donc ça, c'était assez marrant. Au bout de 3 ans et demi, je suis parti. Quand je te disais tout à l'heure que j'étais un peu foufou, j'ai toujours eu cette facilité, on va dire, à changer et à switcher, même quitte à prendre des risques. Pourquoi ? Parce que j'ai quitté un CDI pour arriver chez Experian, qui est une très grosse boîte aussi en email marketing, qui est quasiment le leader sur le marché de l'email marketing. Et je suis arrivé là-bas en CDD de 6 mois pour être chef de projet e-marketing. À l'époque, j'avais une espèce de volonté de me dire, je veux toucher un peu à tout dans le digital parce que c'est un monde qui me passionne depuis toujours, en tout cas du plus loin que je me souvienne. L'ordinateur, Internet, etc., c'était vraiment un truc très ancré chez moi. Et du coup, je me suis dit, écoute, j'ai envie de tester tout ce que peut m'offrir le digital. Et je suis arrivé du coup en gestion de projet e-marketing chez Experian. Donc c'était un truc de dingue. J'ai dû apprendre à coder, j'ai dû apprendre à coder, à intégrer, on va dire plutôt. J'ai dû apprendre à parler à des clients, à gérer des clients, plein de choses que je n'avais pas encore faites jusqu'alors. Et je suis resté 1 an et demi là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont proposé un autre CDD de 12 mois suite à mon premier CDD de 6 mois. Au bout des 12 mois, ils m'ont proposé un CDI que j'ai refusé. Alors ça fait aussi encore une petite anecdote de foufou à raconter. J'ai refusé mon CDI à l'époque parce que j'étais honnête avec moi-même. Je ne voulais pas forcément être très riche, mais je voulais gagner ma vie assez bien pour vivre et non pas survivre. Comme ils ne me proposaient pas d'augmentation de salaire, j'ai refusé mon CDI. Quand j'en ai parlé à mes parents le soir, c'était une soupe à la grimace parce que clairement, c'était mais tu te rends compte, tu as quitté un CDI pour un CDD et là, tu refuses un CDI. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Enfin, c'était vraiment... j'exagère un peu, même si mes parents étaient hyper inquiets, hyper protecteurs pour moi, je pense, à l'époque. Quoi qu'il en soit, la semaine d'après, j'ai ma chef qui est venue me voir et qui m'a proposé un CDI dans un autre service qui était du coup dans l'analyse délivrabilité, donc une micro-niche de l'email marketing, mais pour le coup avec un très bon salaire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quasiment personne en France qui faisait ce métier. Je pense que les experts, ils devaient être 10, même pas, enfin, ils se comptaient sur les doigts des 2 mains. Et elle m'a dit, écoute, même si tu n'y connais rien, je veux que tu fasses partie de cette équipe, donc est-ce que tu acceptes ? Chose que j'ai faite, du coup j'ai accepté. J'ai accepté cette mission. Au bout de 4-5 mois, moi, j'étais encore en période d'essai, et là j'ai Benjamin qui est mon compagnon, qui lui a eu une opportunité. Alors lui, il était dans le tourisme très longtemps, et il a eu une opportunité d'aller s'occuper et de gérer une équipe d'animation dans un tout nouvel hôtel à Malaga. Et du coup, il me dit, écoute, voilà, j'ai cette opportunité-là, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, comme d'habitude, sur le coup, je ne dis rien. Je dis oui, pourquoi pas, je ne sais pas, etc. Faut qu'on réfléchisse. C'était le samedi soir. Le dimanche matin, je me réveille et je lui dis, on part.
Sauf qu'entre deux, fallait préparer ses bagages, il fallait préparer sa vie, parce qu'on partait un mois après, alors qu'on avait 2 semaines et demie de vacances au Canada dans cette période. C'est original. Ouais, j'ai l'impression que ma vie, c'est toujours un peu ça, c'est toujours un peu dans le speed. Alors moi, je suis quelqu'un de très speed. Là, justement, j'essaye de parler très lentement, mais c'est pas dans mes Ça habitudes. va très bien. Ça va très bien, t'inquiète pas. Dans mes habitudes, d'habitude, je suis très speed et je parle très vite. Bref, tout ça pour dire, donc j'ai accepté. J'en ai parlé le lundi, non, le dimanche midi, j'en ai parlé à ma famille en disant, écoutez, Ben et moi, on s'en va vivre en Espagne, avec une petite particularité, c'est que on part dans un mois, un peu moins, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Parce que, en fait, le contrat de Ben, c'était 6 mois minimum et advienne que pourra par la suite. Donc, on est parti en Espagne. Au bout de 6 mois, Ben, bon, il a changé plusieurs fois d'hôtel, etc. là-bas. On est rentré en France. Et là, j'ai été contacté par une de mes anciennes connaissances de chez On Prend un Café, Arnaud Adem, pour le citer, parce que c'est un mec très bien, j'aime beaucoup, qui m'a contacté. Et à l'époque, il était responsable de l'équipe social media chez Boulanger, la marque d'électroménager multimédia. Et il m'a contacté en me disant, écoute Savinien, j'ai besoin de toi pendant 3 mois. J'ai ma community manager qui est partie en congé maternité. Et du coup, je veux que tu la remplaces. Donc, au début, c'était un peu compliqué, parce que je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai pas trop envie de faire du community management pur. Je me voyais un peu plus dans la gestion de projet, enfin, je savais pas trop, mais en tout cas, je voulais plus faire du community management pur. Mais comme j'avais rien d'autre en visibilité, j'ai accepté cette offre. Donc, je suis allé chez Boulanger, j'ai fait 3 mois de community management. Au bout des 3 mois, la CM en poste est revenue et le DRH est venu me voir en me disant, écoute, Savinien, alors encore une fois, ça va faire hyper prétentieux, mais c'est pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout être prétentieux, mais c'est un peu le cas. Le DRH est venu me voir en me disant, Savinien, on veut pas que tu partes, donc on te propose un CDI et tu écris ta fiche de poste. Donc là, Waouh. voilà, exactement. Donc j'ai réagi de la même façon que toi. On aurait dit un enfant qui était devant ses parents qui avait fait une bêtise. Je lui ai dit d'accord, et je ne savais pas du tout quoi dire, quoi faire. Franchement, j'étais un peu perdu. Et du coup, j'en ai parlé avec mon ancien chef, du coup, Arnaud, et on a décidé d'écrire une fiche de poste qui mêlait un peu tout ce que je savais faire, c'est-à-dire de la gestion de projet en social media. Donc, j'ai fait cela pendant presque 2 ans. Et au bout des 2 ans, Arnaud a quitté Boulanger. Et le même DRH est revenu me voir en me disant, écoute, Savinien, Arnaud s'en va, on te propose sa place. Donc, j'ai accepté la place donc, du responsable de social media, responsable de l'équipe social media, chose que j'ai faite pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, comme je suis quelqu'un qui est très hyperactif, on va dire, du cerveau, le challenge agence me manquait un peu. Ouais. Donc, j'ai été approché par une agence de relations presse, relations publiques. Je suis allé en mode, bon, je vais passer un entretien, ça me fera du bien, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je n'ai pas passé d'entretien. Et au final, j'ai beaucoup accroché. Et je suis arrivé du coup chez Oxygène, qui est une agence de relations presse, relations publiques, basée, bon, il y avait une agence à Lille, mais il y avait aussi 10 autres agences en France, une à Shanghai et une à San Francisco. Et j'ai été recruté là-bas pour monter le pôle social media. Donc, ils étaient experts en relations presse, relations publiques. Il leur manquait du social media, donc j'étais recruté pour monter cette équipe. Je suis resté 1 an là-bas. Au bout d'1 an, je suis parti malheureusement en burn-out parce que de beaucoup de projets, beaucoup de choses à gérer, mais pas d'équipe qui me suit derrière. C'est-à-dire que j'avais pas l'opportunité d'embaucher parce que forcément, comme j'arrivais à tenir la cadence, ma chef ne voyait pas l'intérêt de recruter, donc j'avais juste un stagiaire avec moi, qui était exceptionnel d'ailleurs à l'époque. Et au bout d'1 an, burn-out, chose que de toi à moi, j'aurais jamais cru un jour pouvoir dire ça. Mais, et même encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir fait un burn-out, mais c'est juste la même semaine, ma maman et Benjamin m'ont dit, écoute, ça vient voir le médecin parce que t'es pas comme d'habitude. Je pensais boulot, je mangeais boulot, je me levais le matin en me disant, oh, j'ai oublié de faire ça, je me couchais le soir, etc. Enfin, c'était devenu imbuvable. Même pour Ben, du coup, qui m'a dit, mais va voir le médecin parce que j'en peux plus. Et je suis allé voir mon médecin et j'ai eu de la chance, c'est que c'était une petite jeune qui remplaçait mon docteur habituel. Et en me voyant arriver, donc je lui ai dit, écoute, bonjour madame, je ne sais pas pourquoi je viens vous voir. Je sais que oui, je suis un peu stressé alors que je ne suis pas de nature à stresser. Et là, elle m'a dit, tu bosses dans le marketing? Oui. Et puis là, elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, tu es presque en train de faire un burn-out. Je pense que dans une semaine, tu serais revenu me voir en mode
pleure, etc. Enfin, le burn-out qu'on peut connaître. Donc moi, j'étais un peu les bras coupés, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je pense pas que moi, je puisse faire un burn-out. Et du coup, donc elle m'a mis Ouais, en... on pense souvent que ça arrive qu'aux autres, Ah, en exactement, fait. mais vraiment. Et puis en fait, la première semaine où elle m'a mis en arrêt, j'étais pas bien du tout. C'est-à-dire que je continuais à regarder mes mails, je continuais à regarder ce que je devais faire au boulot, etc. Et mon ancienne chef a fait quelque chose horrible, mais qui m'a permis de me rendre compte, pardon, que c'était vraiment un burn-out que je faisais. C'est-à-dire que, en gros, je l'ai appelé du lundi pour lui dire je suis en arrêt, je reviendrai bosser la semaine prochaine. Et là, en fait, elle a changé mes mots de passe de ma boîte mail. Donc, j'ai reçu une alerte. Waouh. J'ai reçu une alerte sur mon téléphone qui me disait reconnecte-toi parce que j'ai perdu la connexion. Et en voulant me connecter, j'ai reçu un mail de Google qui me disait tu as changé ton mot de passe il y a moins de 2 heures, un truc comme ça. Et là, je me suis pris une grosse claque dans la figure. Donc, je l'ai appelée. Je lui ai dit pourquoi tu as changé mon mot de passe. Donc, elle avait ses raisons et aujourd'hui, j'ai rien contre elle et au contraire. Mais en gros, elle m'a dit mais si on a une urgence, il faut qu'on sache gérer. Parce que forcément, j'étais la personne qui gérait les réseaux sociaux. Ce à quoi je lui ai répondu, mais tu sais, j'ai quand même une conscience professionnelle, même si je suis en arrêt et qu'il y avait une urgence, je vous l'aurais envoyé, enfin, j'aurais pas fait le bébête avec ça. Bref, et en fait, c'est cette petite claque derrière la nuque qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, je voulais plus bosser pour elle. Et je suis resté du coup 3 semaines, un mois en arrêt. Donc toutes les semaines, il me reconduisait, mon docteur. Et au bout de 3 semaines, un mois, j'étais arrivé à un dégoût de mon travail. C'est-à-dire que je voulais plus bosser dans le web. Enfin, c'était devenu une spirale infernale, c'était horrible. Vraiment, j'étais en mode, je veux plus bosser de toute façon. Je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie, mais je veux plus bosser. Donc c'était un peu compliqué cette période-là, parce que surtout que moi j'ai eu la chance d'avoir un métier passion, donc c'est un truc de dingue. Et là, de se dire, bah, en fait, je veux plus bosser, c'était hyper bizarre dans ma tête. Et bon, là, on est dans la partie noire de mon métier, mais ça va revenir. T'inquiète, là, on va remonter vers la lumière. Et un jour, Ben me dit, écoute, j'ai trouvé une annonce pour toi, c'est pas très loin de la maison. Tiens, regarde. Et là, je regarde l'offre d'emploi. C'était une offre d'emploi typique de ce que je détestais à l'époque, c'est-à-dire il cherchait un mec qui sache tout faire. Un mec qui sache faire du CM, un mec qui sache faire de la stratégie, un mec qui sache faire de l'email marketing, qui sache gérer des campagnes marketing globales, qui fasse tout ce qui est création visuelle, montage vidéo, enfin bref, tout. Tout était sur cette fiche de poste. Et du coup, je suis allé à l'entretien en mode bah, bonjour, en fait, vous ne cherchez pas une personne, vous cherchez 5 personnes. Vous avez de la chance, je sais faire tout ce que vous proposez, mais ça ne se fait pas en fait des offres d'emploi comme ça, donc je vais refuser votre offre d'emploi. Donc c'était un peu bizarre parce que j'y allais vraiment en mode, enfin, ce que je dis toujours, tu m'excuseras du terme, mais j'y allais en mode gros con parce que ça m'énervait de voir ce genre d'offre, c'était à côté de chez moi et de toute façon, j'étais dans l'optique de plus bosser. Et en fait, au bout de 2 heures, je suis sorti de cet entretien complètement chamboulé parce que c'était une petite équipe, une petite agence, euh, plein de challenges proposés. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, c'est pas loin de chez moi, il faut quand même que je rebosse un jour, donc je vais retenter d'aller là-bas. Et j'ai bien fait parce que je suis resté 3 ans à la Mobilerie, qui est l'agence dans laquelle tu m'as connu d'ailleurs. Effectivement. Et donc, je suis resté 3 ans à la Mobilerie. Et là, il y a en début d'année, enfin, non, mieux, toi, ça faisait déjà 1 an et demi ou 2 ans qu'on avait un projet avec Ben. On a toujours aimé voyager, on voyageait énormément, on a cette chance-là. Et il y a 3 ans, on est allé en Polynésie en vacances. Et quand on est rentré, on s'est dit, en fait, c'est là où on veut vivre. Alors, ça paraît hyper simple parce qu'en effet, c'est une carte postale, donc tout le monde me dit, oui, c'est magnifique. Alors oui, c'est sublime la Polynésie. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que les gens sont adorables. En fait, on avait vraiment l'impression que c'était un mix entre le Nord-Pas-de-Calais, où on a cette réputation de gens hyper accueillants, et c'est vrai, et le côté île que Ben et moi on adore. Enfin, on avait beaucoup d'îles dans nos voyages, avec toutes les limites qu'il peut y avoir sur vivre sur une île, hein, bien sûr. Mais en tout cas, l'attrait était là, autant pour la beauté du paysage que pour la beauté de la population. Donc, ce qui vous donne l'envie de ce lieu, en tout cas déjà avant de l'envie de partir, c'est le fait que ça soit qu'il y ait les personnes et qu'il y ait en plus le lieu qui soit vraiment qui corresponde à vos envies, c'est ça? Exactement, exactement. Surtout que moi, tu sais, j'ai une espèce de fibre sociale qui est énorme, c'est-à-dire que j'aime les gens, j'adore parler aux gens, enfin, j'ai vraiment ce besoin même de voir des gens. Donc, si tu veux, autant te dire, le premier confinement, je l'ai très mal vécu, juste parce que je ne voyais personne. Et j'avais besoin de voir des gens. Donc voilà, donc on est parti il y a 3 ans en vacances ici. Et quand je suis revenu, j'ai prévenu assez rapidement la Mobilerie que peut-être dans un futur plus ou moins proche, je partirai là-bas pour essayer de vivre. Alors,
j'avais aucune notion de temps en tête. C'est-à-dire que je me disais pas, je vais vivre 6 mois, 1 an, 2 ans, 12 ans. J'en savais rien. Mais je lui ai dit, en tout cas, j'ai envie de me laisser cette chance. Donc, après, il y a eu le fameux Covid qui, là, est venu accélérer un peu la chose. Parce qu'autant, c'était un projet hein, avec Ben, on en parlait régulièrement, mais il n'y avait rien de fait. Pendant le Covid, le confinement, Ben est tombé sur une offre du Black Friday d'une compagnie aérienne qui fait les vols vers la Polynésie. Et du coup, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je lui ai dit, bah, go, on prend le billet, allez, sans retour. Et donc, c'est hyper bizarre. C'est énorme. C'est hyper bizarre de faire ça, mais c'est hyper excitant en même temps. C'est génial. Ouais, bon, après, tu vois, autant le fait d'acheter ton billet, ça va. Ouais. Et au plus le temps passe, au plus tu stresses. Parce que tu te dis, ah là là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Donc, c'est un peu bizarre. Et donc, une précision, vous avez acheté le billet avec une date ou c'était un billet où vous pouviez choisir après la date? Non, il y avait une date. Il y avait une date. Ok. Et donc, quand vous avez acheté le billet, quelle date on est? Et le vol, c'était pour quelle date? Alors, c'était le Black Friday, donc on devait être début novembre. Je ne sais plus exactement. Ou fin novembre, peut-être, pardon, fin novembre, parce que Black Friday, c'est plus le fin novembre. Et le billet initial était le 5 mai. Ok. Donc, ah oui. Ah oui, non, parce que oui, on est très dans le rapide. Puis on se lance des petits challenges. Gros, tu peux dire gros challenge. Donc, ouais, en gros, 6 mois après, on changeait de vie complètement. Donc, heureusement, comme on commence à en parler aussi bien à notre entourage proche que à nos collègues, etc., ça n'a pas été une surprise pour tout le monde, même si ça a mis une petite claque quand même, parce que là, on avait une date. On avait vraiment un... Ouais, c'est concret. C'est concret, exactement. Bon, en manque de bol, le billet a été décalé plusieurs fois. Donc, on est arrivé ici le 9 juin officiellement. Mais en tout cas, on a sauté le pas grâce à ce Black Friday. Ok, alors merci le Black Friday. Bon, on va pas le dire trop fort quand même, hein, voilà. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les démarches qu'il y a à faire pour aller vivre à Tahiti? Est-ce que on a besoin de papiers particuliers? Est-ce qu'il y a besoin de documents, etc. Parce qu'il peut y avoir des gens qui nous écoutent et qui se disent, moi, je veux faire comme Savinia et Ben et je veux aller vivre à Tahiti. Alors oui, faut s'y préparer. Alors nous, on hésitait longuement entre Tahiti ou La Réunion. Il faut savoir que Tahiti est un pays d'outre-mer, donc qui ressemble à la France, mais qui n'est pas la France. Alors que La Réunion est vraiment comme la France. C'est-à-dire que tu peux avoir droit à ton chômage à La Réunion, tu peux avoir droit à toutes les aides que tu peux avoir en France, c'est tout pareil. Même la sécurité sociale, etc., tout est pareil. En Polynésie, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres règles, leur propre président. Donc, ils ont le président de la Polynésie française, qui est du coup forcément épaulé par un représentant de l'État français, donc qui est le haut commissaire. Et donc, c'est un peu bizarre à comprendre, mais le haut commissaire ne peut pas décider tout seul sans l'accord du président et inversement. Donc, ils sont toujours tout le temps obligés de se parler. Et du coup, qui dit pays d'outre-mer dit des règles complètement différentes. C'est-à-dire que, par exemple, ici, c'est pas la CPM, c'est la CPS qui va gérer tes droits pour remboursement, tout ce qui est médical, etc. Tu n'as pas le droit au chômage. Il n'y a pas de chômage en Polynésie. Donc, c'est un peu plus compliqué aussi si tu pars sans rien. Parce que c'est vrai je n'ai pas précisé, mais à l'heure actuelle, je suis freelance du coup. Je me suis mis en freelance 100%. Je reviendrai juste après, si tu veux. Oui, bien sûr. Et donc c'est un peu différent. Après, l'avantage, c'est que ça reste la France. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont encore compatibles. Typiquement, tu vois, la CPM te maintient dans son livre, on va dire, pendant 6 mois maximum. Donc, tu as quand même une période de transition. Même si cette période de transition peut paraître un peu compliquée à gérer parce qu'il y a beaucoup de papiers à fournir depuis la France vers la Polynésie pour pouvoir ouvrir tes droits ici. Tes droits à tout ce que j'ai cité juste avant. Et donc pour venir, est-ce que vous aviez besoin de, je vais prendre l'exemple comme le Canada pour en avoir parlé pas mal, où il faut un visa, il y a un tirage au sort, etc. Est-ce que là c'est le cas aussi sur Tahiti? Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de visa travail. Donc tu peux venir quand tu veux et comme tu veux. Il y a juste, en effet, la Polynésie, je te fais pas de dessin, mais c'est exactement à l'opposé de la France. Donc, tu es obligé de faire une escale, quoi qu'il arrive, même s'ils ont fait des vols commerciaux sans escale, mais ça reste très rare. Du coup, tu as minimum 22 heures, on va dire, de voyage, avec une escale
qui se fait la plupart du temps aux États-Unis ou au Canada d'ailleurs. Donc, du coup, ils te font un visa pour juste avoir le droit de sortir de l'avion et de re-rentrer tout de suite dans l'avion. Mais sinon, ça s'arrête là. Sinon, tu peux venir en vacances, tu peux venir t'installer comme tu veux en Polynésie. Ça reste beaucoup plus simple qu'en effet un PVT au Canada, par exemple. Ok. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, quand vous prenez le billet et que vous prenez la décision de partir, c'est quoi les émotions qui viennent quand on l'annonce aux très proches qui, eux, vont rester en métropole ou en France, tout simplement? Ah bah, c'est marrant que tu me dis ça, parce que tu vois, quand tu m'as posé cette question, j'ai eu des frissons dans le corps parce que j'ai ressenti les émotions qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que c'est une émotion qui est hyper bizarre. C'est que c'est à la fois une excitation extrême de te dire je vais changer de vie, je vais au bout du monde, je vais dans un lieu paradisiaque. Et un truc que moi j'ai beaucoup ressenti quand je l'annonçais à mes proches, que ce soit mes amis ou ma famille, c'est le fait de leur faire hyper mal au cœur, alors que c'est quelque chose pour lequel ils devraient être contents pour toi. Ouais. Et ça, c'est vraiment une émotion que j'ai eu du mal à gérer parce que j'ai pleuré plusieurs fois dans les bras de mes potes ou de ma famille parce que justement, je leur faisais mal sans le vouloir. Et ça, c'est vrai que cette sensation, c'est un peu bizarre. Même si tous tes potes, même si ta famille, etc., sont hyper contents pour toi, mais tu sais quand même que tu leur fais mal parce que tu vas moins les revoir, tu pourras moins les serrer dans tes bras, etc. Ouais, au moment où ça arrive, effectivement, il y a cette confrontation, cette double confrontation. C'est comme, moi, je vais prendre un exemple très perso et comme ça, je vais faire un parallèle. C'est comme quand quelqu'un, toi, tu veux avoir un enfant et tu n'y arrives pas, et tu as quelqu'un, un proche en face de toi qui dit, je suis enceinte. Et tu le vis, à mon avis, pratiquement de la même manière que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu es partagé entre le bonheur pour l'autre et puis ta petite souffrance à toi personnelle. Et là, je pense que c'est le cas de tes amis et de ta famille. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on se disait à chaque fois avec tout le monde, c'est qu'en fait, même nous, alors nous, on était hyper égoïstes de partir et nos potes étaient hyper égoïstes de ressentir cette tristesse et de la montrer. Alors que, moi, c'est ce que je disais à mes potes hyper proches, je leur ai dit, mais en fait, on s'aime toujours autant et on peut montrer nos émotions et on peut en parler, en fait. L'important, c'est d'en parler aussi, de se dire, bah voilà, oui, moi, j'ai une amie qui m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, je t'en veux que tu partes. Non, mais au moins, il faut le dire. C'est important ce que tu as raison. T'as raison. Ouais. Ah, parce que moi, je voulais absolument que tout soit dit avant qu'on parte parce que je voulais pas partir avec cette frustration. Et même si, encore une fois, j'ai toujours l'impression d'avoir beaucoup de chance dans ma vie, mais le Covid nous a aidés sur ça parce que pendant un an et demi, on n'a pas fait la bise à nos potes, à nos proches. On a beaucoup moins vu nos amis et nos familles. Donc, du coup, on a eu l'habitude d'avoir des discussions par écran interposé. Et ce qui, pour moi, je trouve, est une chance, parce qu'aujourd'hui, quand j'appelle mes parents ou ma famille ou mes amis, c'est comme si rien n'avait changé, comme si on était au bout de la rue, comme d'habitude. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. On a été éduqués, entre guillemets, à ce mode de vie à distance et qui est, au fond, comme tu le dis, quand on aime les gens, quelle que soit la manière dont on les voit, le principal, c'est de les voir. Si on se touche pas, c'est pas dramatique en soi. Exactement. Moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est de savoir un petit peu l'organisation qui se met en place à partir du moment où on a décidé de partir. Quels sont les moments, les grandes étapes et les organisations à mettre en place pour permettre de partir serein, entre guillemets, hein, je le dis bien sûr, pour que les gens qui ont envie de faire le même voyage que vous puissent transposer et prendre quelques conseils de votre part? Alors, du coup, nous, ce qu'on s'était dit tout de suite avec Benjamin, c'est que déjà, on voulait avoir des économies de côté pour au cas où. Normal. À chaque fois, on se disait, en fait, il faut absolument. Parce qu'en fait, donc, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en parallèle, depuis 4 ans, je suis freelance, mais j'avais fait mon statut freelance juste pour pouvoir donner des cours en accord avec mon employeur. Donc, je donnais des cours dans une école tous les vendredis matin de community management. Et du coup, je le faisais avec ce fameux statut freelance. Mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question de passer le pas d'être freelance 100% versus salarié. Du coup, quand on est parti, on a dû quitter nos CDI, nos emplois respectifs avec Ben, parce que Ben aussi a la chance d'avoir fait son statut freelance en même temps que moi il y a 4 ans, parce qu'il est graphiste, lui. D'accord. Maintenant, il a tout changé. Tu vois, on parlait tout à l'heure de profil atypique. Je pense que Ben pourrait être un profil atypique, parce qu'il a fait 10 ans dans le tourisme, et il a tout lâché à 30 ans pour devenir graphiste web designer. Donc il s'est mis en mode freelance tout de suite. Il a eu des premiers clients, etc. Mais quoi qu'il en soit, on s'était dit, on veut partir avec minimum 1 an de vie locale. Donc la vie est un peu plus chère en Polynésie, donc on voulait se préparer aussi les reins pour se dire, écoute, on a 1 an d'économie et on verra. Sauf que moi, j'ai été élevé par une famille qui est très dans le au cas où.
Donc, du coup, j'avais toujours cette peur de me dire, j'ai pas envie de cramer toutes mes économies sur un an. Donc, avec Ben, on a mis en place un principe. On s'est fixé une limite en se disant, écoute, on va en Polynésie et on va faire la technique des 3-6 mois. La fameuse technique des 3-6 mois, donc je te l'expose parce que je ne sais pas si c'est une technique qui est connue. Je prends. Je ne sais pas si c'est une technique connue, mais en tout cas, nous, on sait ce qu'on s'était dit. Donc, on s'était dit, on arrive en Polynésie, on a 3 mois pour trouver un boulot. Si au bout des 3 mois, un des deux a un boulot, on reste 6 mois. Si au bout des 6 mois, tous les deux n'ont pas de, on a tous les deux pas de poste ou un seul de nous deux a un poste, on revient en France. Donc tu vois, on partait en mode conquérant, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on se disait, au cas où, on est capable de revenir en France si vraiment on galère à trouver un job. Parce que quand tu regardes les forums, quand tu participes à des conversations sur Facebook, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu jalouses ici et qui du coup ne veulent pas que les Français viennent s'installer ici. Donc, tu auras beaucoup de gens qui vont te dire non, il n'y a pas de travail ici, non, on ne vient pas ici, etc. Parce que, après, c'est un contexte un peu particulier en Polynésie, c'est qu'il y a énormément de chômage, en tout cas de personnes qui ne travaillent pas, parce qu'il n'y a pas de chômage tel qu'on le connaît en France, parce que beaucoup de gens vivent très simplement de leur chasse et pêche et culture. Et à côté de ça, il y a eu tellement d'abus de Français en Polynésie que les Polynésiens, forcément, se sentent un peu mis à l'écart lorsqu'il y a une offre d'emploi qui est à pourvoir. Donc, c'est un contexte un peu particulier. Toujours est-il que je me perds un peu dans mes explications, mais oui. Non, mais c'est important. Voilà, c'est important de vraiment vous dire que c'est top ce que vous avez mis en place et l'idée de se mettre des étapes, c'est génial. Alors, comme tu dis, on est parti à l'aventure, mais avec des étapes, mais c'est justement ça qui est important, c'est d'avoir des plans de secours, des plans B, des plans C. Le pire des schémas, c'est de dire je pars et puis je réfléchis à rien. Là, vous avez quand même la tête sur les épaules et puis vous êtes deux, donc ça me paraît important. Maintenant, dans les dernières semaines, quand vous êtes en France, comment vous organisez le départ? Parce que pour avoir parlé avec certaines personnes qui ont fait le gros saut comme vous, c'est quelques semaines un petit peu floues, les semaines avant de partir ou les jours avant de partir, parce que y a les au revoir, il y a je quitte l'appartement, mais entre deux, il faut que je puisse le donner 2-3 jours avant de partir pour être sûr que tout est organisé. Comment vous avez géré tout ça? Alors, encore une fois, on a fait les foufous, mais pas trop, parce qu'on a décidé, donc on était propriétaire en France, Ben et moi, et on a décidé de garder notre loft. Donc, on a encore notre bien immobilier. On l'a mis en location, en plus, auprès d'une de mes meilleures potes qui, ça tombait hyper bien, elle n'avait plus de logement. Du coup, donc, elle a pris le logement meublé. Donc, c'est vrai qu'on part sereinement parce que tous nos biens, tous nos meubles, tout notre appart reste à l'identique quasiment. Et c'est une personne de confiance qui est dedans. Donc, on n'a pas ce problème-là. Même si on voulait absolument, quoi qu'il arrive, garder notre loft à Lille. Et on se disait, quitte à le mettre en location meublée ou en Airbnb. Parce qu'en fait, comme justement, cette fameuse technique des 3-6 mois, on ne savait pas du tout si on allait rester en Polynésie plus ou moins. On se disait il faut une solution de repli parce que je ne me vois pas revenir dans le Nord et vivre chez mes parents quelques semaines ou chez des amis pour les embêter alors que j'ai un bien. Normal. Donc c'est une sage décision, on va dire. Oui, en fait, tout a été contrôlé, on va dire, parce qu'on a dit à tout le monde qu'on partait 1 an ou 2 en Polynésie, mais sans jamais de se donner de date ni en moins, ni en plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien là revenir dans 3 mois parce qu'on a fait le tour, parce que X ou Y raison, ou revenir dans 10 ans parce que justement on a bien fait notre vie ici en Polynésie. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre comme situation. Pour revenir sur ta question sur les dernières semaines avec notre entourage, je pense que moi je n'aurais jamais imaginé le faire comme ça. C'est-à-dire que moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai besoin de voir du monde, j'ai énormément d'amis, j'aime bien que mes amis se connaissent entre eux, se voient entre eux, etc. Même ma famille connaisse mes amis et compagnie. Et donc, du coup, moi, dans mon idéal, c'était de faire une grosse soirée de départ avec tout le monde, tous mes amis, ma famille réunie, et profiter au maximum d'eux en séparés par la suite. Sauf que manque de bol, on est parti de France où c'était en pleine crise de Covid et du coup, tout était très, très limité, voire trop limité. Et du coup, on a dû voir tous nos potes et toutes nos familles en séparés, mais en très, très séparés. C'est-à-dire que même des fois, un repas de famille qu'avec mes sœurs et mes beaux-frères,
Je ne pouvais pas le faire parce que j'ai 3 sœurs, donc 3 beaux-frères. Ils ont chacun 2 enfants. Donc, ça fait tout de suite un gros rassemblement, alors que ce sont mes sœurs, quoi. Enfin, mes sœurs et mes parents. Donc, c'était hyper compliqué à gérer ça émotionnellement. Donc, on a dû étaler nos au revoir sur un mois et demi. Ok, donc un mois et demi d'émotion, c'est ça? C'est ça, et c'est ça. Et en plus, des émotions un peu bizarres aussi, parce que quand tu dis au revoir à une personne, toi, tu sais que tu as pu la revoir. C'est-à-dire que tu dis, bon, bah, voilà, j'ai fixé telle date avec telle personne. Même si on part nous dans 3 semaines, je pourrais pas te revoir. Et en fait, ces personnes avaient toujours l'envie de nous dire, non, mais il faut qu'on se revoie une dernière fois avant que tu partes. Sauf que nous, techniquement, dans l'agenda, c'était pas possible. On devait déjà faire des repas le midi et le soir. Enfin, franchement, c'était génial. On a passé des super moments, mais j'ai dû prendre 45 kilos avant de partir en Polynésie. Donc, c'est un peu compliqué. Non, j'exagère, j'ai pas pris 45 kilos. Mais toi, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que tu veux faire plaisir à tout le monde, mais en même temps, tu sais que tu pourras pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que des super potes vont te dire, bah, moi, je veux te revoir avant que tu partes. Et malheureusement, tu sais que tu vas pas pouvoir les revoir. Oui, puis en plus, si je me trompe pas, vous deviez aussi faire attention puisque vous aviez certainement des tests PCR ou autres à faire juste avant de partir et être sûr de pas tout faire capoter en voyant trop de gens ou en respectant pas certaines règles. Exactement. Et si tu veux, même pour tout te dire, donc notre départ initial était au 5 mai, avant un changement de dernière minute pour raison de Covid, encore une fois. Mais en tout cas, on s'était dit, notre premier départ, on s'était dit, une semaine avant, on ne voit plus personne. C'est-à-dire qu'on s'enferme chez nous limite et on ne voit plus personne parce qu'on veut limiter les risques. Parce que, ben, en fait, quand tu pars comme ça au bout du monde, bah déjà, tu fais toutes tes valises et tout est prêt. Et en plus, tu t'engages de l'autre côté. C'est-à-dire que tu dis, bah oui, je viens et je prends l'appartement à telle date. Donc, on ne se voyait pas dire, mais en fait, non, on ne peut pas venir parce on a chopé le Covid ou autre raison. Donc, hyper compliqué à gérer. Donc, on s'est dit, une semaine avant, on ne voit plus personne. On a eu de la chance, c'est que le vol a été décalé de 1 mois. Donc, on est arrivé le 9 juin. Et là clairement, moi, j'étais tellement dans ce côté un peu tristesse de se dire je quitte tout le monde et je revois tout le monde une dernière fois qu'on n'a pas pris cette option-là pour le vrai vol, le 9 juin. Donc, on a juste croisé les doigts en se disant bah, écoute, on va faire notre test 72 heures avant, on en refera un au cas où dans la semaine pour être sûr. Donc, on a fait un antigénique une semaine avant, un PCR 2 jours et demi avant de partir. Donc, on était rassurés, mais c'est vrai qu'on a moins fait attention. D'accord, ok. On a eu de la chance au final, mais Et justement, on parle de ce départ et surtout de ce que tu disais, l'engagement pris là-bas. Comment on s'organise pour trouver un logement là-bas et être sûr que ça nous corresponde? Eh ben écoute, c'est hyper frustrant parce qu'en fait, tu ne vois tes biens que sur photo, que via des agences. Certaines agences te répondent même pas parce que tu es français, parce que tu n'as pas de boulot, parce que la plupart des agences nous demandaient de fournir un CDI local qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on était freelance. Donc on avait beau envoyer le fait qu'on soit freelance, qu'on ait de l'argent de côté. Donc certaines agences nous ont demandé par exemple de fournir des justificatifs bancaires, comme Wow. quoi on avait les reins solides pour venir vivre en Polynésie, parce que c'est quand même une destination qui est hyper chère par rapport à la France. Et du coup, les agences le savent, donc elles prennent le parti de te dire, bah écoute, si tu n'as pas les reins solides, ne viens pas. Donc ça, on l'a eu plusieurs fois. Et en fait, on hésitait entre 2 appartements qui étaient au même prix. D'ailleurs, un budget, la fourchette haute du prix qu'on s'était fixé, mais on ne trouvait pas à moins de... Donc je vais te dire le prix qu'on paye. On paye 1 200 € notre loyer par mois D'accord. en appartement. C'est énorme. Voilà, donc on avait le choix entre un T2 de 40 mètres carrés et un T3 de 70 mètres carrés. Donc c'était, tu vois, et puis tu es toujours un peu dans le recul, tu te dis, mais pourquoi il y a une telle différence de prix alors que les 2 apparts sont dans la même ville? Enfin, tout est un peu compliqué. Et grâce à Instagram, parce que Ben et moi, on est blogueurs voyage et on a un compte Instagram, il y a une nana qui était sur place et elle nous a dit, ben, envoyez-moi les annonces, je vais les visiter pour vous et je vous donne mon retour comme si c'était un appartement pour moi. Extra, extra. Donc, sur le coup, c'était hyper gêné parce que cette nana, tu la connais pas, on l'avait jamais vue, on lui parlait de temps en temps sur Instagram, mais ça s'arrêtait là. Et donc, c'est une nana qui, elle, s'est expatriée ici il y a 6 ans maintenant. Du coup, elle est venue, elle nous a fait des FaceTime en direct, elle nous a donné son avis, mais vraiment, enfin, tu sais, on avait l'impression que c'était notre super pote qui visitait l'appartement et qu'elle nous connaissait très bien. C'est-à-dire qu'elle disait, bah, moi, l'appartement, je le prendrais pour telle raison, mais je le prendrais surtout pas pour telle raison, celui-là, etc., etc. Et du coup, on a choisi sur papier, mais avec une personne qui est venue visiter l'appartement pour nous.
Excellent. Donc ça, je pense que c'est un must-have. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on est arrivé ici, on a parlé à pas mal d'expats et ils sont tous confrontés au même problème de se dire, en fait, tu es paumé, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas quel appartement choisir. Si tu prends un hôtel, bah forcément, ça te coûte super cher parce que les hôtels en Polynésie sont un peu plus chers que partout dans le monde. Même les hôtels qui sont pas forcément sur pilotis, ils restent un peu chers. Et du coup, on a rencontré des expats qui ont monté un service là, mais c'est tout récent, il y a 2 mois même pas. Service justement qui t'aide pour venir t'installer en Polynésie. Donc ils font toutes les démarches que nous on aurait aimé que les gens fassent pour nous. Ah, génial. Donc ils visitent. Ah, c'est génial. Franchement, leur concept est Ouais. génial. Tu pourras leur donner le lien du podcast, ils pourront joindre ça comme un petit bonus en plus. Carrément, carrément. Et donc, quand vous arrivez, est-ce que il y a des découvertes particulières, sachant que vous étiez déjà venu en vacances, donc votre premier contact avec votre lieu de vie, comment il se passe? Alors, bah, c'est encore une fois encore un cas particulier, hein, on n'enchaîne que ça. C'est que comme nous, on est arrivé ici, on n'était pas vaccinés parce qu'en France, ils venaient seulement Oui. d'ouvrir les vaccins aux plus de 18 Mhm. ans. Donc, on a eu droit à une dizaine obligatoire. Ah, Dizaine obligatoire, à notre grande surprise, très stricte. C'est-à-dire que tout le monde disait, enfin, j'ai une amie qui a vécu ici 3 ans, elle me disait, mais c'est la Polynésie, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu n'auras pas de contrôle, etc. Au final, on s'est rendu compte que si, la dizaine était très très stricte ici. Donc des contrôles surprises de la gendarmerie qui viennent vraiment vérifier que tu ne bouges pas de chez toi. Mais quand je te dis strict, c'est-à-dire que là aujourd'hui on est confiné, on a le droit d'aller à la piscine de la résidence. Pendant la dizaine, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. d'accord. Tu te fais livrer les courses et autres. Et bien justement, donc ça c'était aussi une autre chose, c'est qu'avant de partir, j'ai eu un flash et j'ai demandé à ma sœur si elle avait fait un régime auparavant et elle avait des espèces de petits berlingots de bouffe lyophilisée, tu sais, des trucs pour faire le régime. Et je lui ai dit, tu peux enfiler 2-3 au cas où, en arrivant, je peux pas faire des courses. Parce que nous, on avait, en fait, sur Internet, tu voyais tout au contraire. Tu voyais des gens qui disaient, en fait, tu as le droit à une demi-heure par jour pour aller faire des courses. D'autres qui disaient, non, c'est une dizaine obligatoire, tu peux pas sortir. Donc, elle nous a filé une vingtaine de berlingots, donc une vingtaine de repas. Et en fait, elle a très bien fait parce que quand on est arrivé ici, impossible de sortir faire les courses. Rien, tu peux rien faire. Donc, on a mangé de la poudre pendant 3-4 jours. Et autant te dire que tu as beau avoir la plus belle vue du monde, bah, tu as envie de revenir en France quand même. Et en fait, on a des amis, des amis d'une amie qui vivent ici. Et en fait, donc pas de forfait téléphonique, pas d'internet, parce qu'en effet, on arrive avec une obligatoire, donc on n'a rien. Et nous, comme on est tous les deux des mecs de l'internet, c'est un peu compliqué. Du coup, on se dit, bah tant pis, on va faire du hors forfait. Donc c'était, je sais plus, 3,50 € le SMS. On envoie un SMS à ces gens-là en disant, help, est-ce que vous pouvez nous faire un plein de courses comme si vous étiez vous veniez d'arriver dans votre maison, parce qu'en effet, on n'avait rien, pas de sel, pas d'éponge, enfin rien. Et en fait, ils sont arrivés, ils ont débarqué avec, je sais pas combien de sachets pleins de courses, mais en plus, tout ce dont on avait besoin, ils l'ont ramené. Donc, génial aussi. Ils sont repartis directement, forcément, si on ne pouvait pas leur parler. Mais ils nous ont permis, en fait, de pouvoir manger autre chose que de la poudre et finir notre dizaine tranquillement. Ok. Ok, donc en fait la dizaine vous la vivez, je vais faire une petite parenthèse, mais comme un peu la quatorzaine qu'il y a au Canada où c'est très strict. Et au Canada par exemple, pour donner un éclairage aux auditeurs et aux auditrices, il y a besoin de prouver qu'il y a une première livraison de courses qui est faite pour s'assurer que les personnes ne sortent pas. Là en l'occurrence c'est pas le cas, mais vous avez vécu à peu près la même chose. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait nous on pensait en sortant de l'avion pouvoir au moins aller acheter une carte Wi-Fi, tu sais, parce qu'ici, ils ont mis en place, grâce au Covid, un service de livraison de bouffe qu'ils n'avaient pas avant, type Uber Eats, et un service de livraison de courses aussi. Donc nous, on s'était dit, bah, nickel, on sort de l'avion, on va chercher une carte SIM ou une carte Wi-Fi, et on sera libre comme l'air. Sauf que non, pas du tout. Tu sors de l'avion, tu es pris tout de suite en charge par une personne. En fait, si tu veux, le système était hyper bien fait pour le coup. On est sorti de l'avion, on a eu tout de suite un bracelet d'une certaine couleur. Au début, un peu naïvement, on se dit, bon, je sais pas pourquoi, on n'a pas tous la même couleur, mais tu comprends pas trop. Et en fait, tu comprends très vite, dès que tu récupères ton bagage, que tu as été stigmatisé, je n'ai pas été vacciné, je n'ai pas eu le Covid et je ne suis pas immunisé. Et du coup, tu es pris en charge tout de suite par une personne qui vient te chercher et qui ne te lâche pas tant que tu n'es pas monté dans une ambulance pour arriver chez toi. Waouh. Donc pour le coup, moi je trouve ça waouh parce que c'était hyper bien organisé, mais un peu contraignant pour toi qui viens sans rien. En plus, l'appartement était meublé, mais avec le minimum vital. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de. Donc, je te refais le petit débrief. On n'avait pas de télé, pas d'internet, pas de Netflix, pas de téléphone, pas de musique, rien.
Vous aviez des livres, rassure-moi, dans la valise. Vous aviez des livres? Et ben, même pas, Oh mon parce que Dieu! comme on était tellement persuadés de pouvoir accéder à Internet dès qu'on arrivait, on n'avait pas pensé à charger des films sur notre tablette, on n'avait pas pensé à charger des musiques parce que on est des mecs du digital, donc on a tout en Bah streaming. oui. Et là, tu te rends compte que c'est nul de faire ça. Il faut télécharger de la musique, en tout cas sur ton application, quoi. Et du coup, c'est un peu compliqué. Ok. Et on a présenté ton parcours en amont parce que c'était hyper important justement de parler de ce côté mec du digital. Tu as bien expliqué que arriver en Polynésie et trouver un job tout de suite, c'est compliqué. Donc l'idée, quand vous êtes arrivé là en Polynésie, c'était surtout de travailler en freelance avec la métropole. Si je ne me trompe pas, dis-moi si c'est bien le cas. En fait, on est parti en se disant oui, on va bosser avec la métropole, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'on est, si tu veux, grâce à cette dizaine, on a pu bosser sur des espèces de com sur nous deux, donc une com globale sur qui on est et ce qu'on peut proposer. Et on a envoyé, dès qu'on a eu Internet, on a envoyé cette présentation à toutes les agences en local pour justement juste se dire, écoute, coucou, si tu as besoin de renfort, on est là, n'hésite pas. Mais en effet, on est parti quand même avec quelques clients dans la poche de Métropole. Et en plus, c'est ce que je dis à mes clients et c'est un avantage énorme. C'est que comme on a 12 heures de décalage horaire et qu'on est 12 heures avant toi, Oui. et tu me briefes sur un sujet le jeudi soir, tu as le résultat le vendredi matin. Parce que moi, j'ai bossé toute la nuit pour toi alors que moi, c'est la journée. Ouais. Et donc, en fait, ce décalage horaire dans ce sens-là, c'est juste génial pour pouvoir bosser en freelance. Parce qu'en effet, tu peux rattraper le temps sur des sujets qui ont été peut-être perdus en France parce que tu bosses la nuit. En fait, c'est comme si je bossais la nuit pour vous en France. Et une question terre à terre que certains pourraient se poser avant de faire le grand saut, en termes de connexion, de bande passante, etc., qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comment t'expliquer? Quand on est venu à 3 ans en vacances, clairement, ça aurait été impossible de venir s'expatrier ici, nous, digital nomades. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a 3 ans, ils commençaient à peine à fibrer les îles, en sachant qu'ils ont eu un process un peu, je vais pas dire étrange, mais je comprends pas en fait leur principe. Ils ont voulu fibrer toutes les îles avant de fibrer Tahiti et Moorea, qui sont les îles principales. Donc, ils ont terminé de fibrer Tahiti, là, il n'y a pas très longtemps. Et encore, tout le monde n'est pas éligible à la fibre ici. Nous, on a de la chance, c'est qu'on est éligible à la fibre. Donc, on avait demandé à notre propriétaire de commencer les démarches avant notre arrivée. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est les heureux papas d'une box fibre qui fait du 30 mégas en download et qui peut monter jusqu'à maintenant 10 mégas en upload. Donc, si tu veux, un débit qui est loin de nos débits à nous en France, mais qui, du coup, me permet d'avoir Internet en illimité parce que la plupart des forfaits ici sont encore avec des limites. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il faut savoir si tu viens en Polynésie, c'est que ce soit ton forfait téléphonique portable ou ton forfait ADSL, ils ont des limites. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai un forfait téléphonique avec 5 heures d'appel et 10 gigas. Ok, oui, donc on est revenu à l'ancien temps, quoi. Exactement. Tu vois, si un jour je t'appelle, je pourrais te dire, écoute, je dois te laisser, j'ai plus de crédit. Ouais, ce qui n'existait plus comme phrase aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Exactement. Et donc, Exactement. Juste pour une précision pour les auditeurs et les auditrices qui se poseraient des questions pour aller vivre là-bas, le podcast, là, on l'enregistre sur Zoom. Donc, clairement, pour l'instant, pas de lag, etc. Je vais toucher du bois et du singe en disant ça. Mais voilà, ça vous prouve que vous pouvez faire des visios, etc., des échanges téléphoniques via le Wi-Fi sans aucun souci. C'est une manière de prouver que ça fonctionne. Tout à fait. Pour la petite anecdote, j'ai plus de débit ici, alors certes en fibre, qu'en ADSL chez moi à Tourcoing. Ah, bon, voilà. 10 fois plus quasiment de débit. Voilà. Un CQFD, il n'y a pas mieux. Voilà. Quelles sont les habitudes que vous avez commencé à prendre en arrivant là-bas et puis maintenant que vous êtes là depuis un petit moment, bon, même si on met entre parenthèses cette petite période, on va dire, de confinement? Et ben, en arrivant ici, on a pris des très bonnes habitudes, à savoir se lever hyper tôt, parce que en fait, en Polynésie, il faut savoir aussi un truc, c'est que le soleil se couche toute l'année entre 17h30 et 18h30, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de longues soirées comme nous on peut avoir en France. Et par contre, le soleil se lève aussi toute l'année entre 5h et 5h30. Donc, si tu veux profiter un peu de ta journée, tu vois, nous, actuellement, là, c'est l'hiver en Polynésie, donc l'hiver austral. Le soleil se couche à 5h30, 6h moins le quart. Ouais. Donc, si tu veux profiter un peu de tes journées,
il vaut mieux te lever tôt. Donc, on a pris cette habitude là de se lever hyper tôt. Donc, tu vois, tous les jours, naturellement, en plus sans réveil. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que en France, j'avais besoin d'un réveil si je devais me réveiller à 8 heures. Ici, à 6h30, tous les jours quasiment, je suis réveillé. Sans réveil, sans rien. Ouais, Donc le ça, c'est lever plutôt du cool. soleil en plus qui doit aider à mon avis. C'est ça, c'est Ok. ça, c'est ça. Et bizarrement, c'est vachement agréable et je ressens même plus de fatigue, etc. Enfin, c'est hyper bizarre. C'est que le réveil naturel, en fait, est moins méchant que le réveil avec un réveil. Ouais. Ça, c'est plutôt cool. Et autre bonne habitude qu'on a pris, c'est que tout de suite, on s'est dit, parce qu'en fait, moi, je suis avec Benjamin, du coup, qui lui est très difficile d'un point de vue alimentation. Lui, si tu lui fais des pâtes et des pizzas tous les jours, ça lui va très bien. Sauf que moi, si je mange ça, je prends 10 kilos par semaine. Donc, du coup, en arrivant ici, je lui ai dit non, par contre, on arrête les conneries, on va bien manger, on va manger des fruits et légumes. On a de la chance ici, ça pousse tout seul. Donc, on va bien manger et on va faire du sport. Et aujourd'hui, ça paye parce que, ben, tu vois, ça fait 3 mois qu'on est là, j'ai déjà perdu 5 kilos. T'as perdu les Je suis hyper kilos que t'avais content. pris de tes Exactement. soirées. Exactement. Donc voilà, de bonnes habitudes de vie. Après, on a cette chance aussi, comme on est devenu freelance, on peut organiser notre temps de travail. Et tu vois, ça nous arrive beaucoup plus souvent de bosser le soir, une fois que le soleil est Bien couché, sûr. et de pouvoir profiter de la journée. Et ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt agréable. Excellent. Et justement, allez, moi qui aime les fruits, est-ce qu'il y a des fruits que tu as découverts? Est-ce que il y a des choses où tu peux nous faire un peu rêver là? Alors oui, il y a beaucoup de fruits et légumes que nous, en France, on ne connaît pas. Après, il y a aussi beaucoup de choses. Par exemple, là, je vois devant moi, j'ai des mangues. Les mangues, ça pousse partout. Ici, en Polynésie, tu peux en trouver partout des Ouais, la mangues. différence, Tu as les elles ont pas fait le voyage en avion pour arriver dans notre Ah assiette. non, Toi, tu l'as ah, bien sûr, directement. tu les cueilles dans ton jardin, limite. Donc, tu vois, ah non, c'est dingue. Enfin, l'autre jour, on a fait une randonnée. Pour te citer un exemple concret, on a fait une randonnée. Je suis revenu avec un régime de bananes chez moi. Tu vois, chose que j'aurais jamais pu imaginer en Ah, c'est France. génial. Bon, après, il faut imaginer un régime de bananes, c'est une centaine de bananes. Enfin, Ouais. j'exagère peut-être, mais énormément. Et du coup, on a dû en donner à plein de gens, mais ça peut arriver en Polynésie. Et après, ils ont des fruits et légumes un peu moins communs. Ils ont le fameux fruit à pain que Mhm. beaucoup d'îles ont. Eux, ici, ils l'appellent le uru, qui mangent du coup comme des pommes de terre. Ils ont des nonis. Alors, les nonis, ça, c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. C'est une espèce de polyfruit, donc un peu comme l'ananas, sauf que en fait c'est tout gluant, tout mou. C'est aussi bien visuellement que gustativement que olfactivement, on va dire, ça donne pas envie. C'est vraiment pas bon. C'est un fruit qui, par contre, qui est bourré de vitamine C. Ils en consomment énormément ici, mais c'est pour avoir goûté 2 fois, c'est vraiment pas bon. Alors que je pense être le mec le moins difficile du monde, et pourtant ça c'est compliqué. Ça, en fait, ça a l'odeur d'un fromage qui a mal vieilli dans ton frigo. Ah. Ça a un goût hyper fort. Enfin, c'est vraiment particulier. Ouais, tu fais pas rêver là, c'est clair. Non, 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 mais c'est pour ça que je préfère le dire. Si un jour vous venez en Polynésie, on vous propose du noni, réfléchissez. Ok. Et ce qu'on fera, je précise, dans les notes du podcast, on mettra tous les liens qui peuvent être utiles, et notamment si on peut mettre le lien vers ton Insta, et que toi tu nous envoies aussi quelques photos qu'on mettra sur la page Facebook du podcast pour relayer. Enfin bref, l'idée c'est encore une fois d'être dans le partage. Ce podcast c'est 100% partage, donc on ira et on vous mettra tous les éléments. Allez, juste fais-nous rêver encore une dernière fois. Quand vous travaillez pas, donc le week-end ou à d'autres moments, là tu viens de nous parler de randonnée. Quelles sont les autres activités que tu fais et que tu faisais pas forcément quand tu vivais en France, en métropole? Bah écoute, là je peux te faire rêver hyper facilement, mais même sans le vouloir, c'est que je vais très souvent à la mer. Ouais. On a la chance en Polynésie de pouvoir nager avec des requins de récif, hein, certes, mais des raies. Enfin, t'as pas besoin de sortir très loin pour voir ça. C'est-à-dire que là, on est allé juste avant le confinement, on est allé passer un week-end sur Moorea, donc qui est l'île qui est juste en face de Tahiti, qui a moins de 20 bornes Mhm. euh, en face de chez moi, donc vraiment juste à côté. Et on a fait une excursion dans le lagon où on a vu tortues, des raies, des requins, des multitudes de poissons. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, ils ont énormément de chance ici, c'est que ils ont massacré une de leurs îles au profit de toutes les autres. Donc en gros, si tu viens sur Bora Bora, tu verras que la faune aquatique a beaucoup souffert du tourisme de masse. Mhm. Par contre, les autres îles sont hyper protégées et c'est hyper agréable du coup pour nous qui sommes plongeurs. Ouais. C'est vraiment le paradis pour les plongeurs. Ok.
Bon, franchement, Donc voilà, des petites choses que je faisais pas forcément en France. ça a été un bonheur. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble à parler et je me connais. Je pourrais t'écouter puis écouter les récits de toi et Ben pendant des heures. Moi, ce que je vais te proposer, c'est qu'on va s'arrêter là, mais surtout qu'on se redonne rendez-vous dans quelques mois. Moi, je suivrai vos aventures de manière précise pour être sûr que s'il y a des changements et autres ou si vous décidez de rentrer, que je puisse suivre. Et puis on se refera un épisode. Si vous êtes toujours là-bas, nous expliquer comment la vie elle a évolué, qu'est-ce que vous faites, et puis peut-être parler des missions, de comment on travaille en freelance à distance, etc. Et si jamais vous êtes revenu, on reparlera de votre expérience. Mais moi, je vais être honnête, je vous souhaite de rester là-bas parce que quand tu me parles de tout ça, voilà, ça fait rêver, quoi. Écoute, avec grand plaisir. J'espère aussi qu'on restera un petit bout de temps ici. Après, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, pour l'instant, mentalement, on est parti pour rester un petit bout de temps ici. C'est clair, c'est tout le mal que je vous souhaite, même s'il n'y a pas de mal du tout là-dedans. Savinien, merci beaucoup. Moi, j'hésiterai pas à vraiment te solliciter entre deux pour savoir un petit peu où t'en es. Et s'il y a un moment où il y a un truc extra et autre à partager, quitte à faire un petit épisode de 10 minutes, mais vous voyez, à distance, c'est très facile à faire, donc il n'y a pas de problème. Aucun problème, merci à toi Frédéric. Merci à toi, à très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode spécial où vous avez découvert Savinien, expatrié en Polynésie française. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast et laissez une note sur la plateforme Apple Podcast ou sur l'appli Acast, ça aide à faire connaître le podcast. Et chaque mercredi, vous retrouvez les aventures de Teddy et Jimmy, nos 2 héros dont vous suivez le parcours de vie loin de chez eux. À très bientôt!